Bonjour, vous écoutez Niké, le podcast de la Maison du Sport au Féminin. Niké, c'est le podcast qui sera dédié aux questions d'égalité dans le sport et de problématiques actuelles. Niké, c'est également la déesse dans la mythologie grecque, celle de la performance et de la victoire. C'est à ça que vous pensiez, non ? Bonjour Manon. Bonjour Léa. Merci d'être là. Je suis très contente d'avoir Manon dans le podcast. Manon, c'est une super ambassadrice de la Maison du Sport au Féminin. Elle est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours, de son expérience. Peut-être qu'on peut commencer. Donc, on se tutoie avec Manon parce qu'on se connaît, donc on ne va pas faire semblant. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton expérience, de comment tu es tombée dans le triathlon et toute son histoire et qu'est-ce qui s'est passé. Oui, bonjour. Et le triathlon, déjà, c'est important de spécifier ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas. C'est un sport qui contient 3 disciplines, toujours dans ce même ordre, la natation, le vélo et la course à pied. Il y a plusieurs distances. Il y a un format olympique et il y a un format qu'on appelle, et qui est souvent connu sous le nom d'Ironman. Donc, c'est le format très longue distance qui comprend 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, donc un marathon pour finir. Moi, c'est sur cette distance-là que je suis spécialisée. On ne peut pas tout faire entre le format olympique et le format Ironman. C'est vraiment 2 distances différentes avec des qualités différentes. Le triathlon, c'est une histoire qui dure depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis devenue professionnelle il y a 7 ans. C'est juste la continuité d'une histoire d'amour pour le sport qui a commencé vraiment toute jeune puisque j'ai été d'abord gymnaste, gymnastique artistique. J'ai commencé à l'âge de 6 ou 7 ans. J'en ai fait 10 ans en sport-études jusqu'au championnat de France. Donc j'avais un niveau correct que j'appellerais pas très bon, mais disons que j'avais déjà un très bon investissement et j'ai été toute ma jeunesse formatée, je dirais, au fait de concilier la pratique sportive, l'école, les devoirs, ma vie personnelle et donc d'avoir toujours un emploi du temps très timé. C'est aussi à travers la gymnastique, qui est un sport pour ceux qui connaissent, qui est quasi militaire, que j'ai appris la rigueur, le dépassement de soi. Je crois que c'est ça qui me motive en fait depuis mon enfance, depuis ma jeunesse. Alors comment je suis arrivée au triathlon, j'imagine que tu souhaites le savoir. Exactement. En fait, j'ai fait de la gym jusqu'à 16 ans. Je suis partie vivre aux États-Unis pendant 1 an et là-bas j'ai appris à nager. J'étais déjà tombée dans le milieu de la course à pied parce que mes parents étaient marathoniens, ultramarathoniens. Ultra trail on dit. Et le vélo, en fait, c'est tout simple. J'habite à La Rochelle et à La Rochelle, on fait tout à vélo, il n'y a pas de voiture. Donc, en fait, j'avais déjà les 3 disciplines, comme corde à mon arc, sauf que j'avais pas encore vraiment pris conscience qu'il existait un sport comme le triathlon. Et en rentrant des États-Unis, donc vers mes 17-18 ans, je me suis inscrite au club de triathlon de La Rochelle. Et alors là, ça a été mon nouvel amour. Je me suis vraiment découverte une passion pour cette discipline que j'ai mis un petit peu de côté pendant quelques années parce que ma priorité, c'était mes études. J'ai fait une école préparatoire littéraire et je suis rentrée sur concours en école de commerce. Et une fois que j'ai eu un petit peu plus de temps, je me suis réinscrite en club. Et c'était vraiment à la base une recherche d'activités sportives, de défis, mais ça restait très, très amateur. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a vraiment changé ma relation à ce sport jusqu'au point d'en faire mon métier. J'en ai fait mon métier après 2 ans de CDI dans une boîte que j'appréciais beaucoup, mais en fait, il y avait une des disciplines qui empêchait, qui compromettait la progression de l'autre. Donc, il a fallu que je fasse un choix. J'en étais arrivée à un point où vraiment je me levais que pour m'entraîner. Donc, il a fallu que je prenne un petit peu mon courage à 2 mains, que j'étudie les possibilités et que je vois si c'était possible de me lancer. Okay. En fait, tu as déjà eu 1000 vies avant d'arriver dans ce studio de podcast. C'est super intéressant. Dis-moi, j'ai une idée, mais c'est peut-être une idée reçue que le triathlon, c'est une discipline où il y a beaucoup de mecs. Est-ce que tu as la proportion en tête d'hommes et de femmes? Et est-ce que tu peux me dire, en fait, si tu rencontres des défis spécifiques, tu vois, en tant que femme dans le triathlon? J'ai envie de dire que c'est pas forcément une idée reçue parce que c'est un sport extrême qui est souvent connoté de grandes difficultés, très énergivore, très chronophage. Je pense pas que les femmes se sentent en majorité capables de pouvoir avoir ce taux d'investissement dans un sport.
Mais ça change beaucoup. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes qui commencent à s'y mettre. Je pense qu'il y a aussi une sensibilisation du triathlon français et même international à travers des icônes, à travers des athlètes de haut niveau qui permet de changer un petit peu les mentalités. Et vraiment, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un engouement énorme de la femme pour ce sport. Donc, ouais, on est sur une phase de changement. C'est le côté extrême, tu penses, qui a un peu favorisé ces préjugés ? Bah, déjà, il y a 3 disciplines, donc forcément, c'est extrême parce que quand on a envie d'avoir le même niveau, enfin un niveau homogène dans les 3 disciplines, il y a forcément un investissement qui est important. Et dans les 3 disciplines, on a quand même la natation, qui est un sport très technique, donc qui demande de passer du temps dans l'eau. La course à pied, on porte son poids, c'est un sport porté, il faut y passer du temps pour voir des progrès. Et le vélo, c'est une discipline où on va pas trop... Enfin, 1 heure, c'est pas assez. En fait, on va vite devoir passer 2-3 heures sur le vélo. C'est un sport mécanique aussi, donc ça fait souvent peur à la gente féminine. Donc l'un dans l'autre, quand on concilie 3 disciplines, plus la vie professionnelle, plus la vie de famille, la vie perso, toutes les autres activités qu'on peut avoir, en fait, le temps n'est pas extensible, quoi. Donc ça peut effrayer, ouais. On en parlait avant d'enregistrer. Alors je disais quelque chose qui a un peu étonné Manon, mais pas vraiment. Je disais que moi j'avais en tête le physique d'un triathlète. Dans mon esprit, c'était quelqu'un de très musclé, de super épais. Alors c'est parce que je suis pas une triathlète, visiblement. Et Manon, je vous invite à regarder un peu ses réseaux sociaux pour comprendre qui elle est et sa performance. Manon, c'est quelqu'un d'assez fin, qui n'a pas une musculature qui se voit en fait à l'œil nu, elle n'est pas super développée. Et en fait, il faut aller dans le détail pour comprendre que c'est son corps qui lui permet d'atteindre ses performances. Et j'avais un peu cette idée, je l'imaginais en fait différemment physiquement. Et c'est rigolo. Et je voulais justement te poser la question, te dire, est-ce que tu penses qu'on imagine une triathlète d'une certaine façon et finalement, en fait, de quoi tu as vraiment besoin dans ton corps pour atteindre ses performances ? Le triathlon, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est que c'est un sport qui est très complet. On développe notre fibre endurante. Donc, si on développe la fibre endurante, ça veut dire que le muscle n'est pas épais, il n'est pas gros. Moi, c'est vrai que je baigne dans ce milieu depuis 10 ans et je crois que j'ai un filtre à travers mes yeux qui fait que je vois tout à travers ce monde. Et c'est vrai que des remarques comme celle-ci, je suis encore étonnée parce qu'en fait, les triathlètes sont souvent des personnes très fines, très élancées, pour ceux qui en pratiquent vraiment beaucoup. Mais on n'est pas des Golgoth. Je dis ça, mais mon conjoint a ce surnom-là, donc il est hors norme. Non, ouais, on n'est pas très épais, on est assez fin et le but en fait de notre corps, il est que il faut qu'il puisse supporter la charge d'entraînement, il faut qu'il puisse supporter, pour parler de l'Ironman, de 8 heures à 16 heures d'effort. Donc forcément, on va aller chercher à peut-être à peser un petit peu moins ou pas être trop lourd. Mais le but, il est même pas dans le poids, de mon point de vue, il est vraiment dans la notion de santé. Mmh. On doit avoir des corps qui fonctionnent bien, on doit bien dormir, bien manger, avoir une justesse dans nos ratios corporels, masse grasse, masse musculaire, et surtout qui fonctionnent bien, qu'on ait tous les apports dont on a besoin. Ok, donc j'imagine il y a beaucoup de contrôle. La discipline, elle ne s'arrête pas qu'à l'entraînement, c'est dans ton quotidien aussi que tu travailles ces sujets. En fait, je pense que le triathlon, c'est un mode de vie. Tout est contrôlé, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on dort, notre niveau d'énergie au matin, notre état mental, notre charge mentale. C'est quand on décide de s'y impliquer, et je pense que c'est ça qui fait peur dans cette discipline, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on met tout notre mode de vie en jeu pour nos objectifs sportifs. Okay. Si on reste un peu sur la question de l'apparence, moi j'avais des questions. Est-ce que tu penses que les femmes, elles font face à des pressions un peu supplémentaires par rapport peut-être à des hommes sur l'apparence physique et par rapport à des attentes sociales qu'on aurait ? Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé et comment est-ce que tu les abordes, ces pressions ? Ouais, c'est vraiment une très bonne question. Je pense que j'aurais pas répondu la même chose il y a 3 ans et puis j'ai eu une certaine expérience qui me fait dire qu'en fait il y a vraiment beaucoup d'attentes. Elles sont pas dites, elles sont pas formulées, mais elles sont là, elles sont dans nos têtes, elles sont dans nos esprits. Souvent on a envie de ressembler à celle qui performe le mieux. Forcément, ces personnes-là, ce sont des gens qui consacrent leur vie, qui ont les meilleures personnes autour d'elles, qui ont une équipe, qui ont vraiment les meilleurs
la meilleure approche. Je pense que, mine de rien, que ce soit dans le triathlon ou dans la société en règle générale, on est toujours matraqué d'images de femmes qui ont une certaine forme de corps. Je pense que ça, c'est typiquement féminin, c'est dans notre tête, c'est ancré, on voit tout le temps, tous les jours, toutes ces images. En ce qui concerne mon sport, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on nous demandait quand même souvent d'être assez maigre. C'est pas forcément qu'on nous le demande, c'est qu'en fait, la performance semble... l'affûtage, la maigreur, je sais pas quel mot est le meilleur, mais en tout cas, la finesse du corps est presque un gage de performance. C'est pas forcément... c'est considéré comme un gage de performance. Une personne qui est pas affûtée va pas paraître performante. Donc en fait, il faut être un peu maigre, il faut être affûté, il faut avoir les muscles saillants. Et dans ces cas-là, on nous regarde comme une personne qui va probablement réussir sa course. À l'inverse, quelqu'un qui va être un petit peu en surpoids ou qui va pas être aussi affûté que les autres, parce qu'en fait, on a toutes des morphologies différentes, et c'est pareil chez les mecs, mais on a tous des morphologies différentes, et en fait, on fonctionne tous à un niveau, à un poids qui nous est propre. Et en fait, moi, il y a quelques temps, même jusqu'à l'année dernière, je me disais affûté égale performante. Maigre égale performante. Musclé égale performante. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte sur plusieurs courses d'affilée qu'en fait, j'étais même pas en bonne santé. J'étais pas en bonne santé, j'avais fait des erreurs énormes qui faisaient que oui, quand on me regardait comme ça, j'étais au top de ma forme. Et la vérité, c'est que j'étais pas en bonne santé du tout. Et ça a été un gros bouleversement parce qu'il a fallu que je réapprenne à accepter mon corps tel qu'il avait besoin de fonctionner, quitte à prendre un peu de poids. T'étais plus forcément dans les mêmes critères? Je vais vous le dire parce qu'entre-temps, il s'est passé l'hiver. La dernière course où ça a été catastrophique, ça a été l'Ironman d'Hawaï, c'était en octobre dernier. Et j'ai pas fait de compétition depuis. Mais il a fallu que je fasse un travail cet hiver de réappropriation de mon corps, d'accompagnement et physique et psychologique sur le fait de remettre mon corps sur les bons rails pour qu'il puisse performer. On verra aux prochaines compétitions, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte avec tout ça que en fait, la notion de poids, la notion d'apparence physique, elle était prépondérante dans notre sport et qu'elle empêchait souvent les femmes plus, je crois, à être performantes parce qu'on croit qu'on doit répondre à certains stéréotypes. Ça me fait penser à quelque chose. Du coup, tu as 3 équipements différents. Est-ce que c'est... Il y a un équipement, du coup, quand tu nages, tu es en maillot. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qu'on te demande de mettre en avant? Alors, est-ce que tu es plus fille quand tu nages que quand tu fais du vélo ou quand tu cours, tu vois? Est-ce que c'est... là, c'est une question bête. Non, c'est très intéressant de voir... En fait, pendant la course, on a une trifonction. Donc, c'est une combinaison qui s'arrête au coude et au genou. C'est la même chez les hommes, chez les femmes. Quand je fais chacune de mes 3 disciplines, quand je m'entraîne en natation, je suis en maillot de bain. Quand je m'entraîne à vélo, j'ai un cycliste, un cuissard et un maillot de vélo. Et en course à pied, short, t-shirt, ce qui vient. Est-ce qu'on me demande... je pense que la féminité, souvent on dit il faut pas chercher à être plus féminine. Je vois les histoires dans d'autres sports, les histoires de shorts, de culottes, etc. Moi, je pense qu'il faut être à l'aise. Et si tu es à l'aise quand tu te sens plus féminine, pourquoi pas en fait. Moi, j'adore avoir un maillot un peu échancré parce que je trouve que c'est super féminin et que j'ai envie de jouer aussi de ces atouts-là. C'est même pas jouer, c'est juste aimer mon corps tel qu'il est, et si je me sens bien en maillot, je le mets. Mais j'ai jamais eu l'impression de subir de pression, en tout cas par rapport à la féminité de mon apparence ou à la féminité de mes vêtements par rapport à ce que je porte. C'est plus moi, j'ai envie de ressembler, j'ai un certain degré d'exigence vis-à-vis de moi pour me sentir bien dans ce que je fais par rapport à ce que je porte, par rapport à mes choix vestimentaires, que ce soit à l'entraînement ou en course. Tu fais bien et tu as bien raison. Ta vie comme tu veux. Je pense que c'est un sujet qui est assez suivi, c'est la conciliation un peu de la vie d'un athlète, ou d'une athlète en l'occurrence, et de la vie personnelle. J'ai l'impression que c'est difficile pour tous les sportifs et tous les sportifs de haut niveau. Est-ce que tu penses qu'il y a des difficultés particulières quand on est une femme et qu'on est athlète? Ouais, je pense que c'est encore différent. C'est pas facile d'aborder ce sujet sans voir ces messieurs faire la grimace. Les femmes sont encore
très investi, beaucoup plus investi dans les foyers, dans le couple, dans la vie de tous les jours, dans les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants. C'est peut-être un peu préjugé ce que je vais dire, mais moi j'ai pas d'enfant, je vis en couple, je me bats quand même au quotidien pour que tout soit équilibré. Et c'est pas forcément une bataille couteau tiré, c'est pas la guerre, mais je me rends compte en fait que l'investissement d'une femme reste quand même très très important. Peut-être c'est dans nos gènes, peut-être que c'est induit par la société, je sais pas, mais dans tous les cas c'est différent entre l'homme et la femme, et donc l'investissement qu'on va mettre dans nos activités va forcément être concomitant au temps qu'on a et au temps qu'on accorde, en fait, qu'on y accorde. C'est pareil, je suis pas maman et je peux pas vraiment en parler en tant que connaisseuse, mais pour avoir pas mal de collègues ou d'amis qui ont des enfants et qui font ce sport-là, c'est un véritable choix de concilier les deux, le sport de haut niveau, la maternité. Et ça se fait pas facilement. Il y a vraiment un engagement énorme de la part de la personne et de la part de l'entourage. Donc je pense que ça peut être pas mal un frein dans la pratique du sport de haut niveau. Mais encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de choses qui changent et il y a pas mal de prise de conscience, et je suis assez positive, assez enthousiaste sur la façon dont les choses évoluent. Je l'espère, c'est aussi notre combat à la maison. Qu'on fera évoluer aussi les mentalités sur ces questions-là. Tout est conciliable. On peut être une athlète de haut niveau, une mère, une femme, bien une sûr, amie, et pareil pour les hommes d'ailleurs. Mais bien sûr. Les athlètes peuvent être des pères et des très bons performeurs. Exactement. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste comprendre comment on concilie, et habilement on rend le temps en fait concrètement facile dans le quotidien pour ces personnes qui ont un emploi du temps qui sort un peu de l'ordinaire, parce que bon, tu fais pas du 9h 17h quoi. Ouais, tu me disais, tu travailles en fait tous les jours, toi. Tu travailles du lundi au dimanche. Ouais, je travaille du lundi au dimanche, ouais. Voilà, je pense qu'il faut travailler ces sujets-là. Il faut en tout cas sensibiliser pour moi tout le monde à la complexité de ces sujets. Ouais. Et je pense que ça vaut pour les sportifs de haut niveau, pour les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs. En fait, même pour tout le monde, mais on est tous différents, on a tous des besoins différents, on a tous des vies différentes. Et là, je ne fais même pas de distinction entre les hommes et les femmes. Mais à partir du moment où il y a une prise de conscience générale des différences entre les uns et les autres, qu'on n'a pas tous le même quotidien, on n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous les mêmes priorités, qu'il faut laisser un peu d'espace à tout le monde pour pouvoir s'adapter, ajuster, sans critiquer, sans juger, je pense c'est comme ça qu'on va aller vers un petit peu plus de souplesse, un peu plus de bien-être. Et que ça va se ressentir dans nos métiers, dans notre santé. Mais en tout cas, pour les athlètes de haut niveau, je pense que ça reste une véritable question qui est qu'on n'a pas un quotidien... disons qu'on est, on est un peu particulier dans notre fonctionnement, et qu'à ce jour en France, il n'y a pas vraiment d'accompagnement pour ces profils un peu différents. Voilà. Et je pense qu'il faut en parler pour que ça bouge. Tout à fait d'accord avec toi. Tu prêches une convaincue. Pour moi, l'égalité des chances et la parité dans le sport, c'est des sujets d'actualité. On n'en a jamais autant parlé que maintenant. Est-ce que pour toi, il y a des changements nécessaires à faire pour favoriser une plus grande égalité ? Alors dans le sport en général et peut-être dans le triathlon ? Moi, quand j'ai commencé le triathlon, j'étais vraiment persuadée que c'était un sport super, qui prenait la parité. Et c'est vrai, on a les mêmes trifonctions, on fait les mêmes distances, franchement, on a les mêmes prize money. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un sport moderne, en fait, le triathlon, sous tous ces aspects-là. Après, est-ce que tu peux peut-être expliquer pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ce que tu viens de dire, du coup, les prize money ? Les prize money, ouais. En fait, quand les sources de revenus d'un triathlète ou peut-être d'un sportif de haut niveau en règle générale, ce sont ses primes de course, donc ce que j'appelle les prize money, et le sponsoring. Ce sont ces deux sources de revenus principales, en admettant que peut-être il a d'autres business ou d'autres choses qui lui permettent de multiplier les sources de revenus.
Donc en fait, quand je dis que les prize money sont les mêmes, c'est que sur une course, on va avoir par exemple 3 hommes récompensés financièrement, et ben on a aussi 3 femmes. Et ça, c'est pas le cas dans tous les sports. D'autant que souvent, il y a des sports dont la distance parcourue par les femmes ou le temps de jeu, etc., est inférieure à celle des hommes. Je prends le cyclisme, souvent, par exemple, si je prends les championnats de France de contre-la-montre, il y a moins de kilomètres pour les femmes que pour les hommes. Alors pourquoi ? Faut pas me demander, parce qu'on est capable de faire la même chose. Mais il y a encore beaucoup de sports où c'est comme ça, même le tennis, le nombre de sets gagnants est inférieur chez les femmes que pour les hommes. En triathlon, c'est pas le cas. En triathlon, c'est le même départ de course, la même distance, la même prize money, le même nombre de personnes récompensées. Pour ça, je dis chapeau parce qu'on était assez novateur. Même si aujourd'hui, voilà, ça tend vraiment dans ce sens pour beaucoup de sports. Là, on était sur une bonne dynamique. On l'est toujours. Je peux donner, alors je pense qu'il y en a pas mal, hein, mais pour donner un des exemples, entre les femmes et les hommes, la différence majeure qu'il y a, c'est que la femme a potentiellement un désir de maternité. Si elle a un désir de maternité, ça veut dire que pendant minimum 9 mois, mais normalement un peu plus, elle ne va pas pouvoir faire de compétition. Donc ça veut dire que tous ses revenus sont normalement gelés. C'est une question qui ne se pose pas vraiment chez l'homme, en disant que physiquement, il peut continuer à faire une compétition, même logiquement, tout va bien. On passe d'être papa, voilà. Il n'y a rien aujourd'hui qui permet à la femme de s'assurer cette pause-là. Il n'y a pas de congé maternité, il n'y a rien. Pour moi, c'est l'une des principales choses sur lesquelles il faut bouger. Parce que c'est trop de pression, c'est trop d'incertitude par rapport à des carrières qui sont très courtes, très denses et très incertaines, de rajouter en plus sur les années sportives, de rajouter de la pression par rapport à une maternité potentielle. Et c'est vrai que ça fait quelques années du coup que je regarde un petit peu comment les femmes sportives de mon sport en triathlon se débrouillent, et je vois toute forme de choix, toute forme de carrière, allant de je choisis de pas avoir d'enfant à j'essaie et j'y arrive parce que derrière moi j'ai des gens formidables qui m'accordent leur temps, etc., leur énergie. C'est toujours des solutions extrêmement personnelles et jamais véritables comme peut l'avoir une personne fonctionnaire qui a son congé maternité. C'est toujours lié à l'entourage. En fait, la réussite d'une mère en tant que sportive de haut niveau est tout le temps à 99% liée à son entourage. Et ça, je pense qu'on peut le faire changer un peu, on peut le faire évoluer. On peut aujourd'hui laisser l'opportunité à une sportive de haut niveau d'être mère aussi. Et on peut créer ce cadre sécurisant en fait. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça aidera énormément la pratique du sport de haut niveau par les femmes. Ok, si on arrive à ça, en effet, ça sera déjà très bien. J'ai peut-être une autre question à te poser. Tu es un modèle, je pense, pour beaucoup de filles et de femmes. Et d'ailleurs, je vous invite, les auditeurs et les auditrices, à suivre Manon sur ses réseaux sociaux parce qu'elle est très inspirante. Je trouve que tu parles pas qu'aux athlètes, tu parles aussi au grand public dans des questions qui peuvent se poser dans la vie de tous les jours. Tu parles de retranchement de vie, tu es très philosophe en fait dans ta façon de voir la vie et je trouve ça inspirant, donc je vous invite à le faire. Du coup, je pense que tu es un vrai exemple. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes filles, à des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans une pratique, donc peut-être pas du haut niveau tout de suite, mais en tout cas qui n'oseraient pas se lancer dans le triathlon? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est se poser la question de pourquoi je ne me lance pas. Parce qu'en fait, s'il y a le pourquoi, ça veut dire qu'il y a des raisons. Et comprendre ces raisons-là, ça permet de trouver des solutions, en fait, répondre aux questions. Ça peut être des éléments extérieurs comme la vie de la famille, la vie des amis, les préjugés de la société, mais ça peut être aussi des peurs complètement intrinsèques. J'ai peur d'échouer, j'ai peur qu'on me voie, j'ai peur de mon aspect physique, j'ai peur d'être ridicule. Ça peut être... En fait, il y a plein de... Les raisons pour lesquelles on ne se lance pas dans quelque chose sont multiples. Et à partir du moment où vraiment on
on y apporte de la conscience sur ces raisons-là, on peut travailler à ce que ce ne soit pas les raisons qui nous empêchent de faire ce qu'on aime. C'est des questions qui se posent quand on débute ou quand on est en phase de débuter, mais c'est des questions qui se posent tout le temps en fait. Moi, je suis athlète de haut niveau depuis 7 ans, mais tous les jours, je me pose des questions et j'essaie de les tourner de manière à comprendre quels sont mes freins et pour que ça en devienne plus. Et parfois, on se rend compte que les freins, c'est des choses un peu... C'est pas stupide, mais c'est pas normal, c'est pas raisonnable. Par exemple, d'arrêter son choix ou de ne pas se lancer parce que un tel a dit que c'est le regard des autres. Finalement, ce qui est important, c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes. C'est de vivre aligné avec nos besoins, nos envies, qui on est. C'est laisser la place à notre identité. Et il faut qu'on soit tous dans la même case en plus. Et si on sort de la case, on a une armée de gens qui nous pointent du doigt, t'es sorti de la case. Et je pense que c'est vraiment une chose sur laquelle il faut qu'on évolue. Il faut pas hésiter à sortir du cadre en fait, parce que ça donne des vies qui sont palpitantes, pas faciles, mais palpitantes. Et au final, ce qui est important, c'est vraiment de vivre en accord avec nous-mêmes, avec qui on est vraiment au fond de nous, ce qu'on a dans nos tripes en fait. Je vous avais dit qu'elle était inspirante. Hein. Je pense qu'il y a du vécu là-dedans. Ouais. Je me suis souvent senti le vilain petit canard et avec le triathlon, ça aurait pu être autre chose que le triathlon, mais c'est le triathlon, ça m'a vraiment permis de comprendre tous ces aspects-là, qu'on était uniques, on est tous uniques et on a tous une force. T'es le meilleur vilain petit canard que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vrai qu'il se transforme en cygne en plus alors. Exact, paraît-il. Une dernière question que j'aimerais instaurer dans ce podcast, j'aimerais la poser à tous mes invités. Si tu pouvais changer les choses et si ton pouvoir était de changer les choses, qu'est-ce que tu changerais en premier ? Ça peut être dans ta vie, c'est pas forcément que dans le sport. Qu'est-ce que tu voudrais changer dans le monde ? Alors, j'ai eu une discussion pas plus tard qu'hier avec ma préparatrice mentale qui me disait que on peut pas avoir de bienveillance sans mal. Mais j'ai du mal quand même avec la méchanceté gratuite, avec la malveillance, avec la cruauté. Et allez, je vais dire que je voudrais instaurer la paix dans le monde, mais je veux pas le dire. Non, je pense qu'en fait, si j'avais un pouvoir, je pense que je permettrais à chaque personne de trouver les clés pour être heureux. C'est pas une mince affaire. Hein. Non, mais en fait, ça vient tous de nous-mêmes. Franchement, on est maître de nous. En fait, je me lève le matin, je décide de voir la vie comme j'ai envie de la voir. Et ça veut pas dire que tout est toujours rose. Ça veut pas dire que tout est facile. Loin de là. Ça veut dire, j'ai décidé d'orienter ma lumière vers ce qui va bien, vers le positif, vers ce qui m'apporte des choses, vers ce que j'ai envie de construire. Et pas orienter ma lumière vers le négatif, etc. Par exemple, il y a un truc tout simple que je fais, c'est que moi, depuis la crise sanitaire, quasiment, je n'écoute plus les infos. Alors, on va me dire, t'es un mauvais citoyen, tu sais pas ce qui se passe dans le monde. Ah si, je sais ce que se passe dans le monde, à peu près. Mais dans tous les cas, c'est tellement anxiogène, ce qu'on écoute aux infos tous les jours, que moi, j'ai décidé de le mettre de côté, parce qu'en fait, ça m'apporte pas vraiment grand-chose dans mon quotidien. Et ça me stresse, ça m'angoisse. Et je pense qu'en fait, c'est une multitude de choix qu'on peut faire chacun pour décider d'être heureux. Et on a tous en fait des raisons d'être heureux, même s'il y en a qui ont des vies très compliquées, même si on passe pas tous des moments faciles. Donc si j'avais un grand pouvoir, ça serait celui-ci, ça serait de pouvoir de permettre aux gens d'orienter leur lumière vers le positif. Parce que le positif attire le positif et que je pense que c'est le meilleur cercle vertueux qu'on peut instaurer. Merci Manon, c'est déjà pas mal. Je vous invite, si vous voulez être heureux et heureuse, à contacter Manon du coup. Je n'ai pas les réponses à tout. Est-ce que tu nous donnes tes prochains événements, ton actualité un petit peu, où on te suit et comment on connaît un petit peu la suite de Manon Jeunet ? La suite, là tout de suite, je la connais pas parce que je me suis cassé la clavicule. L'activité sportive, ce sera à partir du mois de septembre et j'ai les crocs, donc j'espère bien prendre ma revanche sur ce début de saison qui a été un petit peu mouvementé. Donc du coup, ce sera des Ironman dès le mois de septembre normalement.
On sera là, on te suivra, on relaiera ton actualité et tu peux compter sur la Maison du Sport au Féminin. Merci beaucoup Manon. Merci Léa. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. En attendant le prochain épisode de Niquée, la Maison du Sport au Féminin vous encourage à devenir acteur et actrice du changement. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et pour toute question technique, rendez-vous sur lamaisondusportauféminin.fr. À très vite.